Phénomène traversant toutes les grandes villes occidentales, la gentrification pose de nouveaux questionnements sur le développement économique des métropoles ainsi que le logement. Voyons ce qu'il en est. La gentrification, l'embourgeoisement, c'est la transformation d'un quartier. Quand un quartier à tradition populaire, comme on le connaît ici par exemple à Montréal, le plateau Mont-Royal, un vieux quartier ouvrier qui a subi une gentrification, qui a subi un embourgeoisement, c'est-à-dire une transformation de son tissu social qui fait en sorte que les gens qui habitent le quartier changent progressivement de quartier populaire, de quartier ouvrier. Bien, progressivement, c'est des gens qui appartiennent à des nouvelles classes sociales qui viennent vivre dans le quartier, des jeunes professionnels, des étudiants, changement dans le tissu social, changement aussi dans la composition, disons, du marché immobilier, de logement social à marché locatif, à propriété, à condo, changement dans les commerces, de commerces de proximité qui répondent aux besoins des quartiers populaires. Bien, on voit point dans des épiceries fines, des commerces plus raffinés. Donc, vraiment une transformation du tissu social d'un quartier qui fait en sorte, parce que ça, à la limite, en fond, on parle qui ne pose pas nécessairement problème en soi. Les quartiers, ça bouge, c'est pas censé être fixe. Le problème, souvent, ce qu'on appelle la gentrification, c'est que les résidents d'un quartier sont souvent les victimes des changements du quartier, c'est-à-dire que ce n'est pas uniquement que des nouveaux résidents qui viennent s'établir dans un quartier, c'est aussi que les anciens résidents sont tassés parce que qui dit changement dans le social, changement dans le parc immobilier, changement dans l'ensemble d'un environnement d'un quartier, ça veut dire également augmentation du coût d'habitation. Et ça, les gens qui étaient les plus défavorisés, qui habitaient dans des quartiers dans Hochelaga-Maisonneuve, dans Verdun, dans Pointe-Saint-Charles, etc., sont tassés vers les périphéries de la ville, donc font les frais de ce phénomène. Par la suite, ce qui va arriver, c'est que les prix vont tellement augmenter que les commerces de proximité, finalement, c'est juste les grosses chaînes qui vont pouvoir se permettre de s'installer sur les grandes artères, parce que les petits commerces, eux, vont s'être fait tasser au final. Donc, souvent, quand on parle de gentrification, on va valoriser ces petits commerces-là, mais qui sont appelés à disparaître à la fin du processus. Ces commerces-là, ils participent au phénomène de gentrification qui fait en sorte que des gens se font évincer, que le quartier change vraiment de visage. Là, moi, je viens de Centre-Sud. Moi, je l'ai vécu, ça, personnellement. Moi, les nouveaux bars qui ouvrent, ça, pour moi, en tant qu'individu, je le vis comme une insulte. J'ai des petits bars fancy qui ouvrent sur Ontario, dans mon quartier, des petits cafés fancy. Moi, je vis ça comme des insultes, donc... Pourquoi? Parce que je peux pas me le payer, parce que ça m'est pas adressé comme personne, parce que ça l'emmène des gens il y avait beaucoup plus de gens dans les rues avant, dans le centre-sud, ça bougeait plus, les gens se parlaient plus, les gens étaient plus dehors. Là, ça amène des gens qui finalement sont très hautains avec les personnes qui habitaient dans le quartier. Eux, ils recherchent l'authenticité, mais de l'authenticité bien proprette. Donc, ils deviennent très hautains avec les gens qui sont tout à fait légitimes d'être là. Ils demandent plus. Dans le centre-sud, il y a eu toute la question de mettre plus de caméras de surveillance puis plus de policiers. Ça vient aussi de demandes de ces gens-là qui finalement se sentent plus pas... Tu sais, c'est le sentiment de sécurité, là, c'est pas de la sécurité pour vrai. J'étais beaucoup plus en sécurité avant dans mon quartier parce qu'il y avait plus de monde dehors dans les rues. Les gens étaient moins riches, donc ils n'avaient pas l'air climatisé, les fenêtres étaient ouvertes l'été. C'est juste des petits trucs comme ça, tu sais. Le quartier change, mais en même temps, il y a encore beaucoup de loyers qui sont très peu chers. Justement, moi, je m'en ai trouvé un pas cher, parce que moi, je suis pas riche non plus, là. Puis, chaque quartier devienne de plus en plus comme ça. Je pense que ça, c'est comme plus avec le temps. Partout, ça monte. Pas juste dans Hochelaga-Maisonneuve. On appelle ça des quartiers pauvres. Je ne sais pas pourquoi on les appelle des quartiers pauvres. C'est des quartiers en développement.
c'est des quartiers qui subissent un changement. Puis tout le monde, il y a souvent des articles qui sont sensationnalistes un peu, là, qu'on dit c'est contre les pauvres et c'est des quartiers pauvres, puis on veut c'est pas ça du tout, c'est des quartiers qui sont en changement. Si on regarde, exemple, le Griffintown, c'était pas un quartier pauvre, c'est un quartier désuet. C'est des vieux bâtiments industriels qui n'ont pas été utilisés depuis des années. Oui, il y avait un peu de monde qui habitait là, mais c'est pas... il n'y a personne à Griffintown qui a été mis dehors, d'après moi. Montréal est une île, hein, donc la densification naturelle va s'accélérer. Montréal, c'est un grand Manhattan. Donc, si on regarde, on compare par exemple à Toronto, Montréal, on ne peut pas s'étirer. Donc, des quartiers plus abordables, c'est vrai qu'il va y en avoir de moins en moins du fait qu'on a une limitation et qu'on a de la misère à entretenir les ponts qu'on a actuellement. Donc, la mobilité, le transport vers la rive sud ou la rive nord ne va pas aller en s'améliorant. Donc, évidemment, il va y avoir une densification sur l'île de Montréal. Qui dit densification dit rareté de terrain. Qui dit rareté de terrain, évidemment, dit une demande plus élevée. Et évidemment, toutes les grandes villes de la planète ont une courbe d'urbanisation similaire. C'est juste qu'on est à des étapes différentes. Mais un jour, Montréal sera au prix de New York, de Paris ou de Londres. C'est juste une question de temps. Et Montréal a encore une réalité propre du fait que c'est une île. Well, we are upping the rents, right? I mean, the reality is a lot of these buildings, including this one, were falling down. You know, there was a building that I have my barbershop in that was condemned. I mean, the building was bowing, the bricks were falling. So, you know, someone who would rent it at $400 or $500 because they would have enough balls to be in there, it was illegal and it was dangerous. So I come along with my partner, we put in a couple $100,000 or whatever it was, and now we have a building that's worth more money. So why shouldn't we be able to get more money for the rent? We put the money in. So nobody complained that we fixed the building. That was okay with everyone. But we should lose money and fix a building? It doesn't make any sense. Il peut arriver qu'effectivement les loyers augmentent. Mais en même temps, les revenus de la population qui habite augmentent. Donc ils sont capables de payer ces loyers. Ils auront un emploi. Donc ça demande ces gens-là qu'ils veulent protéger, les gens qui ont des revenus stables, par exemple, ils ont une protection sociale, mais ils ne sont pas au travail, donc leur revenu va être toujours le même. Ou ils veulent, donc ces gens-là, c'est clair qu'à un moment donné, peut-être pour eux, les loyers seront trop chers. Mais encore ici au Québec, les loyers ne peuvent pas augmenter Donc ceux qui sont déjà ne vont pas se faire, ceux qui sont déjà dans le quartier, ils ne vont pas se faire rejeter. Parce que c'est la loi, avec la régie du logement du Québec. Donc peut-être ça va être difficile pour d'autres gens qui ont des faibles revenus de venir habiter dans ce quartier-là. Mais les gens qui sont déjà là, ceux qui ont des faibles revenus, vont continuer d'habiter, personne ne va les mettre dehors. Et les autres, peut-être, vont avoir des revenus et des possibilités d'emploi un peu plus intéressantes. Bien, ça, c'est une pensée magique, là. C'est penser que les emplois... on se demande un peu de quel emploi on parle. Hein? Que la gentrification ne crée pas d'emploi. La gentrification transforme des commerces. Hein? C'est-à-dire, à place d'avoir une pataterie, on va avoir une petite épicerie fine. On n'a pas de création d'emploi quand on fait ça. C'est un commerce qui va employer 10, 15, 20, 25 personnes, essentiellement payées au salaire minimum également. Il n'y aura pas de transformation dans les conditions d'emploi, il y a une transformation dans la nature du produit vendu, une transformation, disons, c'est aussi dans la présentation du commerce, un raffinement dans la présentation, une transformation dans le paysage urbain. Mais au niveau de l'emploi, ça ne crée absolument rien. Ce que ça crée, par exemple, c'est que la personne qui travaille au salaire minimum dans le nouveau commerce, au lieu d'habiter dans le quartier, est obligée d'habiter à 20, 30, 40, 45 minutes de là parce qu'elle n'a plus les moyens de se payer un logement dans le quartier où est-ce qu'elle travaille. Donc, en fait, ça ne l'aide pas du tout, sa condition socio-économique, ça la complique parce que ça fait en sorte qu'au lieu de pouvoir habiter à 5 minutes à pied d'où est-ce qu'on travaille, on habite à 25 minutes en métro.
Il faut connaître la Régie du logement et comment elle fonctionne. D'abord, la Régie du logement n'intervient dans les cas de fixation de loyer qu'au cas où le locataire refuse la hausse et que le propriétaire décide d'aller devant la Régie. C'est comme ça que ça se passe. Or, bon an, mal an, il y a moins d'1% des logements locatifs dont le loyer est fixé par la Régie du logement. Là, les dernières années, c'est 1,8 de 1% des loyers qui ont été fixés par la Régie du logement. Pour faire ça, il faut que les locataires, d'abord, connaissent leurs droits, et souvent les propriétaires. Parce que quand tu parles des locataires, tu parles de gens qui, à cause de leur situation financière, souvent, par exemple, sont aussi des gens qui ont des problèmes d'alphabétisme, des choses comme ça. Donc, c'est des populations qui sont souvent très vulnérables. Et les propriétaires, pas l'ensemble des propriétaires, pas tous les propriétaires, mais un bon nombre de propriétaires abusent de cette situation-là. Par exemple, quand il y a le temps de renouveler ton bail, tu vas envoyer un avis d'augmentation au locataire en disant « Vous avez deux choix. Le choix, c'est vous acceptez la hausse ou vous déménagez. » Or, la loi prévoit un troisième choix, qui est le fait que tu peux dire « Je veux demeurer dans mon logement, mais je refuse la hausse. » Or, les locataires, souvent, pas les propriétaires, mais les propriétaires vont jouer avec cette loi-là. Par ailleurs, il faut voir aussi, justement à cause de la fragilité qu'ont les ménages locataires, bien, souvent, ils ont peur de leur propriétaire, peur de représailles, peur d'avoir de mauvaises relations avec leur propriétaire, peur que s'il arrive un petit quelque chose, besoin de réparation urgente, un retard de quelques jours dans le paiement du loyer, que le propriétaire, tout de suite, va aller à la Régie du logement. Et toutes ces raisons-là font en sorte que la Régie, le contrôle des loyers, parce qu'il est volontaire, et peut l'utiliser. Même chose, il y a un recours qui existe théoriquement. Quand tu signes un bail et que tu apprends que le loyer qui était payé par le locataire auparavant était beaucoup plus bas, tu peux contester la hausse. Mais ça ne se produit pas. Ça ne se produit pas d'abord, parce qu'il faut le savoir, le loyer et les moyens que tu as de savoir, il n'existe pas de registre des loyers au Québec qui fait en sorte que tu pourrais prendre connaissance de c'est quoi les loyers qui étaient auparavant. Et même si ça existait, en l'absence d'un contrôle obligatoire des loyers, encore là, le fardeau reposerait sur les épaules des locataires et qui se demanderait, mais c'est une bonne façon de commencer des relations d'affaires avec mon propriétaire. Mais regarde, souvent les projets de condos, ils se font sur des terrains abandonnés, contaminés, à moitié démolis. Fait que pour moi, là, quand je passe devant un immeuble qui est en mauvais état, pour moi, c'est une opportunité, pas juste une opportunité d'affaires, mais une opportunité pour le quartier. Des vieux garages là, qui sont fermés depuis 10 ans, que nous autres, on peut installer un bel projet de condo qui va générer de l'emploi, qui va générer des impôts pour la ville, qui va générer une belle bâtisse là, que le monde peut passer devant, puis qui va donner une maison à quelqu'un à la fin de la journée. Le monde qui achète chez nous, c'est pas des investisseurs, c'est pas des spéculateurs, c'est du monde qui habite, qui élève leurs enfants, qui veulent une belle place pour vivre, qui ne veulent pas nécessairement habiter dans un vieux appartement qui est sale, qui n'a pas de lave-vaisselle, qui n'a pas de laveuse-sécheuse. On offre une meilleure qualité de vie pour un prix très abordable. La surenchère, la surproduction, la mise en chantier des condos présentement. Ce matin même, la Banque du Canada, dans un rapport, disait qu'il y a 2 risques pour l'économie canadienne dans les mois à venir. D'abord, le surendettement des ménages, qui vient surtout, en bonne partie, de l'explosion des coûts de l'immobilier, qui fait en sorte que les gens, pour s'acheter une maison, pour s'acheter un condo, se surendettent. Et, premier risque, et ça, c'est lié à l'explosion des constructions de condos. Et deuxième risque pour l'économie canadienne, c'est les bulles mobilières dans les grands centres, à Montréal, à Toronto, à Vancouver. Les bulles mobilières créées surtout par la mise en chantier des condos, qu'on se rend compte que présentement, il y a en fait trop de condos pour les besoins et les condos sont surévalués et les gens sont surendettés pour des condos surévalués. La crainte de la Banque du Canada, c'est que si cette bulle mobilière-là crève, bien, il y a beaucoup de gens qui vont se ramasser avec des condos qui vont perdre des valeurs et une incapacité à payer leur hypothèque finalement. Et après ça, on va avoir un marché qui va être vraiment une surabondance de condos. Il y a vraiment un écroulement du marché immobilier. Non. Réponse rapide, non. Je crois qu'il y a des
bulle dans certaines parties du pays, notamment Vancouver, Toronto, où ce que c'est très cher acheter une maison, surtout pour des jeunes familles. Je ne crois pas que ça existe à Montréal du tout. Devant tous ces problèmes, quelles sont les pistes de solutions? Oui, d'accord, les promoteurs vont faire des projets, vont faire de l'argent. C'est comme ça que ça fonctionne dans notre société, heureusement ou malheureusement. Mais après, les pouvoirs publics, eux, doivent se poser une autre question qui est est-ce qu'on peut mettre des limites au développement du laisser-faire? Est-ce qu'on peut dire oui, d'accord, promoteur, tu feras ton projet, bien, dans ton projet, on va imposer une limitation au nombre de condos que tu construis. On va t'imposer que tu vas également faire d'autres types d'habitations. Ou moi, comme pouvoir public, je vais réserver certains terrains pour dire ici, je vais faire moi-même des logements sociaux. Quand on a des terrains vacants, quand il y a des immeubles qui doivent être rénovés, recommencés à neuf, quand il y a des écoles abandonnées, peu importe la nature de l'immeuble qu'on peut utiliser ou du terrain qu'on peut utiliser, comme pouvoir public, je peux utiliser des infrastructures ou des terrains autrement qu'en les laissant aux promoteurs qui, eux, vont faire ce qu'ils veulent avec. Et historiquement, en tout cas dans les 20 dernières années, c'est des condos. Je peux, moi, les utiliser autrement pour justement contrer la simple logique capitaliste qui est viser un profit maximum sur un investissement minimum. Évidemment, à Toronto, ce qui s'est fait, c'est que c'est vraiment des échanges de terrain avec la ville. Donc, c'est une certaine forme de subvention de la ville qui impose aux promoteurs, par exemple, de faire des 3 chambres, des 4 chambres, en leur imposant des ventes à un prix maximal. Mais il doit avoir ce type parce qu'évidemment, les promoteurs immobiliers, c'est une responsabilité sociale, c'est une responsabilité gouvernementale, municipale, de mettre en place des processus. Parce qu'évidemment, si un promoteur, il n'y a pas de rentabilité dans un projet, le promoteur ne fera simplement pas le projet. Donc, c'est cette espèce de cycle-là. Je pense qu'il y a une implication. Il faut que les logements sociaux, évidemment, qui sont promis, le volume qui est promis se fasse, et que le nombre réponde à la demande. Mais ça, c'est une implication politique, c'est une implication des organismes municipaux et tout ça. Les promoteurs, c'est un bon exemple, dans Griffintown, se font imposer un 15 % de logements de superficie minimale, un prix maximal pour répondre à l'offre, où ils vont donner le montant requis par la ville, que ces sommes-là vont être prises pour construire, parce que même dans Griffintown, il y a des tours de coop ou de logements abordables qui sont construits par ce processus-là, mais c'est certain, c'est un cycle naturel. Évidemment, il faut comprendre aussi un propriétaire, parce que même quand on parle de Hochelaga-Maisonneuve, de Saint-Henri, ou peu importe le quartier, ce sont des propriétaires, des individus qui sont propriétaires de ces propriétés-là. Ce n'est pas la ville, ce ne sont pas des logements à loyer modique. À un moment donné, ces bâtiments-là, souvent qui sont centenaires, ont un coût d'entretien X. Donc, évidemment, si les loyers ne couvrent plus les coûts d'entretien, quel propriétaire va vouloir entretenir un bâtiment sans qu'il y ait une rentabilité? On s'entend, les propriétaires de triplex ou de quadruplex, ce ne sont pas tous des gros propriétaires fonciers multimillionnaires. C'est souvent des fonctionnaires et tout ça qui ont acheté, qui ont économisé tranquillement, qui ont acheté le triplex, qui l'ont souvent occupé un logement et tranquillement, qui l'ont payé. À un moment donné, s'il n'y a pas de rentabilité, c'est souvent la retraite de ces gens-là aussi. Il y a une espèce de disparité des fois entre le revenu disponible par le locatif. Je comprends évidemment tout à fait que la personne qui n'a pas les moyens de payer plus cher veut garder ce type de tarif-là, mais en même temps, il y a un propriétaire qui doit entretenir un bâtiment et qui évidemment qu'il n'est pas là pour subventionner le propriétaire, de subventionner au fond le logement abordable. Encore une fois, ça revient dans les bras du politique, du municipal et tout ça. Je regarde la situation dans plusieurs pays européens où le logement social, ça ne représente pas uniquement un logement, par exemple les Pays-Bas ou des pays scandinaves, où le pourcentage de logements sociaux par rapport à l'ensemble du parc de logements locatifs au Québec, c'est un logement sur 10, à peu près 11 % exactement, alors que dans d'autres pays, c'est 35, 40, 45 %. Donc de ce côté-là, ici, on a un retard dans ce domaine-là. Il y a d'autres domaines où on est assez avancé, mais dans le domaine du logement, ça a toujours été marginal, les interventions des gouvernements. On parle souvent du Danemark, des pays scandinaves qui sont des modèles, mais il faut comprendre aussi c'est le volume de ces pays-là. Ces pays-là sont très, très densifiés, sont construits ils ont une historique, c'est souvent la 4e génération qui transfère une propriété aux enfants plus jeunes et tout ça. Quand ils entretiennent ces propriétés-là, ils savent que ça s'en va à leurs petits-enfants, donc ils mettent des matériaux qui vont durer plus longtemps. On commence à arriver dans cette densification-là. Le territoire québécois est juste trop grand. Si tout le monde du Québec habitait sur l'île de Montréal,
les services, les routes, mais évidemment de faire des hôpitaux, des écoles partout dans la province. Il y a un coût à l'étalement urbain. Donc, étrangement, de densifier Montréal, de se rapprocher, d'avoir des méga hôpitaux qui vont être plus adéquats, qui vont être plus rapides, qui vont être de meilleure qualité. La densification est quand même une solution relativement écologique plutôt que s'étendre en bungalow, en défrichant les terres agricoles, en les convertissant. Je ne crois pas que c'est la solution. Intéressant. Mais la mixité sociale est-elle possible à Montréal? Dans un pays comme le Canada, ou ici au Québec, je pense que c'est tout à fait possible parce qu'il y a un minimum qui est toujours respecté. Donc, dans le sens que tout le monde peut envoyer leurs enfants à l'école publique. Il y a un salaire minimum qui leur permet à tout le monde, ou la protection sociale qui permet à tout le monde de vivre dans des conditions décentes, de manger, de bien se nourrir. Donc oui, la mixité sociale est possible. Donc ça leur permet. En plus, les prix par exemple, de toutes sortes de services comme le gym, le cinéma, tout ça, sont accessibles à tous. Donc il y a plein de services qui sont accessibles à tous, donc ça fait en sorte... Ça ne demande pas, même dans les quartiers UP à Montréal, tu ne dois pas payer un peu plus, ce n'est pas comme le prix de gym ou le prix de... Qu'est-ce qu'on peut aussi envisager comme service public? Le panier de consommation, ce n'est pas comme si le panier de consommation était plus cher dans un quartier riche que dans un quartier pauvre. Donc on a des maîtres d'IGA, des Costco un peu partout, même des Walmart. Je vais donner un exemple, celui des usines Angus, des anciens terrains des usines Angus. Terrain des anciennes usines Angus, en fait, dans le quartier Rosemont. La première phase de ce projet-là, grâce à une lutte citoyenne qui s'est mise par le comité logement Rosemont, par d'autres groupes, au départ, le premier projet, on voulait un centre d'achat là. Il y a une levée de bouclier contre le fait que ça soit un centre d'achat, une levée de bouclier qui est venue aussi bien des résidents que des commerçants, par exemple, du secteur maçon ou même de la rue Ontario, mais aussi des résidents qui disaient c'est pas ça dont on a besoin. Après ça, on a parlé de résidentiel, mais ce qui était prévu au départ, il n'y avait aucune mixité sociale. Et là, la lutte, c'était de faire en sorte que pour assurer une mixité sociale, qu'il y ait un pourcentage significatif de logements sociaux. À l'heure actuelle, dans cette première phase-là, celle qui est à l'est du boulevard Saint-Michel, tu as à peu près 40% des logements qui sont là, c'est des logements sociaux, de telle sorte que tu as une cohabitation qui fonctionne très bien depuis plus de 25 ans, près de 30 ans maintenant, entre des gens qui sont propriétaires de condominiums et des gens qui habitent des coopératives d'habitation, des HLM ou des OSBL d'habitation. Les citoyens payeurs de taxes sont déjà une taxe de vente plus élevée qu'ailleurs en Amérique du Nord, des impôts sur les revenus maintenant plus élevés qu'en Amérique du Nord, les taxes sur la masse salariale pour les entreprises plus élevées qu'en Amérique du Nord. Il y a des excellents services pour l'entrepreneuriat au Québec quand c'est frappé aux bonnes portes. Exemple? Nous, on le fait, je l'ai fait avec ma compagnie de t-shirts, je l'ai refait avec la compagnie de vêtements pour enfants. Il y a beaucoup d'organismes, là. Je pense notamment au SAGE, qui est le service d'aide aux jeunes entrepreneurs. C'est une excellente école avec des subventions. Eux, ils te redirigent vers, OK, ils te redirigent vers telle place où aller pour avoir telle subvention, tel prêt. Fait que pour le démarrage en tant que tel, voilà 5 ans, il y a de l'aide. Aujourd'hui, je te dirais que le tableau a changé un petit peu. Puis souvent, ça change à chaque fois qu'il y a un remaniement de gouvernement, ben ça change de nom. Là, ils n'ont plus de budget. Là, le budget est Rio. Ça suit un petit peu selon les gouvernements. Il y a des années qu'il n'y a pas grand-chose. Il y a des années que l'offre est plus intéressante au niveau des subventions, des prêts, etc. Et pour le démarrage d'entreprise, il y a moyen de trouver des très bons organismes. Pour la gestion de la croissance, c'est d'autres défis. Là. Je dirais que c'est un peu moins présent. C'est incroyable. Pour vrai, quand c'est une start-up comme moi, à un moment donné, on a l'impression qu'ils veulent tout faire sauf t'aider. Mais tu as tout le temps des permis pour tout. Je vais te donner un exemple vraiment simple. On a une vitrine en avant. Je sais pas si tu as filmé à l'avant. Il y a 3 fenêtres. Bon, on s'entend que c'est une grosse vitrine. Mes 3 fenêtres ont des écritures dessus.
Donc, ça prend un petit peu plus que le tiers de chaque fenêtre. Donc, j'ai dû payer 3 permis. C'est pas un permis d'information, c'est 3. Fait que mon coût, dans le fond, on s'entend que c'est un tout. C'est un logo avec des informations. Mais étant donné que c'est 3 fenêtres, ils m'ont fait payer 3 permis. Puis là, on le voit pas, mais j'avais aussi mon adresse sur mon autre porte. Mais quand il y a eu le vandalisme, on n'a pas remis l'adresse. Mais ça, ils m'ont fait payer ça aussi. Dès que tu mets quelque chose dans tes fenêtres, tu dois pas payer. Ça, c'est une chose. Là, on est en train de faire la terrasse. Tu n'as même pas imaginé toute la paperasse que j'ai dû remplir. Parlez-nous un petit peu de ça. Mais dans le fond, tu sais, moi, j'ai un restaurant. Fait que là, je veux une terrasse. Une terrasse, il faut que, premièrement, ils font l'étude, voir si tu as le droit de t'installer là. Mais ça se paye. Parce que... Combien ça coûte? C'est parce que là, je pense que tu avais 2 permis, un pour la ville et un pour la personne qui fait l'étude. Et ça revenait à comme 300 quelques dollars. Okay. Ça, c'est une chose. Là, tu n'as pas de terrasse de construit, tu n'as rien de fait. Ensuite, ils acceptent, mais là, il faut que tu payes ton certificat. Donc là, je ne pourrais pas dire les prix parce que c'est vraiment... il y a encore des trucs pas payés, justement. Et il n'y a toujours pas de terrasse. Elle n'est pas prête encore. Il faut la construire. Mais pour la construire, ça, c'est de l'argent aussi. Puis, si je veux rajouter de l'alcool sur cette terrasse-là, il y a un autre terrasse, un autre permis à aller chercher. Et là, il faut que tu aies des plans officiels. Mais là, des plans officiels, c'est un designer qui t'est fait. Fait que là, il faut que tu payes ton designer. Tu sais, il faut qu'il y ait le sceau des architectes du Québec. Fait que tu payes pour ça. Fait que finalement, pour un truc, tu te retrouves à payer à peu près 10 paiements à faire différents. We have an incredibly high taxation rate on income. So if you make a certain amount of money, you get close to 50% of your income taken. Then whenever you want to spend that money, you get another 15% taken because you have to pay 15% sales taxes. And there's a lot of rules, and there's this false socialist atmosphere to it. And I say false because we're not a socialist province or country, and they make it very hard for an entrepreneur to succeed. Entrepreneurs are the bad guys here. Landlords are the bad guys here. It's a very backward system, and it's something that only Quebecers experience. Then you have the language laws, which is ridiculous. And if people don't want to do business in English, or don't want to do business in French, well, that's pretty ignorant. For us, if someone wants to do business in Chinese, we're going to figure out a way to talk to them, or to engage in it. And people want to segment themselves because of language, and that's insane. Après avoir entendu cela, on peut croire qu'il faut être fou pour se lancer en affaires. Mais est-ce si sorcier? Le grand mythe. D'ailleurs, je suis aussi l'auteur de l'indice entrepreneur québécois. Donc, depuis 2 ans, on travaille avec la fondation de l'entrepreneurship. Donc, pour le rapport qui sort une fois par année, on se compare avec le reste du Canada. L'année passée, on a comparé les régions. Quels sont les grands mythes? Qu'il faut beaucoup d'argent pour démarrer. À l'étape des intentions, on remarque que tous les jeunes en général pensent que pour se lancer, ça prend comme entre 20 000 et 100 000 dollars pour se lancer en affaires. Puis quand on remarque les sommes effectives que les gens ont investies ou leur mise de fonds, plus de moitié sont en dessous de 5 000 dollars. Donc plus de moitié des gens se sont lancés avec moins de 5 000 dollars. Mais la gentrification n'est-elle pas qu'un effet inhérent au capitalisme? Qu'en est-il de ce système? On pense que le capitalisme est là pour le bien de tous un chacun, ce qui est historiquement pas avéré. Le capitalisme est là pour servir les intérêts des gens qui détiennent les capitaux et qui sont capables de mobiliser les capitaux à leur propre profit, ce qu'on appelle les capitalistes. Et ça, ce système-là est incapable de fonctionner en ayant en tête le bien commun. On le voit, la conséquence du recentrage vers une économie plus capitaliste depuis 30 ans, c'est l'explosion des écarts de richesse partout en Occident. Vous voyez, même ici au Québec, on dit souvent qu'on est la société la plus égalitaire parmi les sociétés inégalitaires, mais au Québec, on a environ 10% de la population qui vivent avec moins de l'essentiel pour combler leurs besoins les plus élémentaires, pour se loger, pour se nourrir. Donc, c'est des gens qui vivent dans une situation permanente de déficit humain.
Même si de l'autre côté, ben, il y a des gens qui vivent avec vraiment bien plus de ce qu'ils ont besoin et qu'il serait possible d'organiser une redistribution pour au moins faire en sorte que personne manque de l'essentiel dans une société comme la nôtre. Well, what is a capitalist system? A capitalist system is something where anyone can achieve whatever they put their mind to. So, I mean, so everyone has equal shots at succeeding. It's just how hard some people work and if they're in the right place in the right time. Une fois que quand tu considères que le logement, c'est une marchandise, que la ville, c'est une marchandise, ce qui est malheureusement un peu le propre de la vision capitaliste de la ville, ben c'est très clair que oui, il y a un lien qui se fait. Une fois que tu considères que le logement il est là pour faire du profit et non pas pour respecter un droit qui est celui au logement, ben c'est très clair que ça amène des situations comme ça. Donc, c'est pas la seule chose que la gentrification, pas que la gentrification, mais que la gestion capitaliste de la ville ou du logement amène comme problème, mais ça fait partie de l'ensemble. Donc, est-ce que le combat contre la gentrification doit aussi se faire contre le capitalisme en soi? Je dirais qu'à terme, oui, puis probablement aussi que la bataille pour la réalisation complète du droit au logement implique un changement profond de système. Mais une fois que tu as dit ça, il y a des choses qui peuvent se faire dans le système capitaliste. Là. Les pays dont je parlais tout à l'heure, c'est des pays capitalistes. Là. Mais il y a le parc de logement et social est plus important qu'ici. Il y a des pays où on contrôle mieux les loyers qu'ici, où on protège mieux les locataires. Donc, il y a des choses à faire aussi. C'est pour ça qu'un groupe comme le nôtre, si on lit ce que ne ferait plus, ses statuts ne feraient plus, et ce qu'il dit là-dedans, c'est qu'il veut le respect du droit au logement, mais il ne dit pas qu'il veut détruire le système capitaliste. Ce n'est pas le but du FRAPRU. Le but du FRAPRU, c'est de jouer du monde. Est-ce qu'il y a une recette parfaite? Oui, mais il y a toujours une utopie. Évidemment, si l'économie, peu importe les pays qu'on va nommer ou ce que des équilibres sociaux, il y a toujours... On parle du Danemark, qui est une ancienne royauté, une royauté qui a compris qu'avant son abolition, parce qu'il voyait les royautés tomber partout, qui ont injecté énormément de l'argent accumulé au fil des siècles dans la communauté. Le Danemark Maersk, qui est la plus grosse compagnie maritime, évidemment, qui ont financé l'opéra, qui redonnent énormément à la communauté. C'est qu'à un moment donné, il y a toujours un apport d'argent. Malheureusement, le système actuel c'est toujours la locomotive de tête qui tire tous les programmes sociaux, ça reste l'argent. Il faut trouver un équilibre. Évidemment, il ne faut pas sabrer, mais évidemment non plus, il ne faut pas tomber dans ce que peut-être la génération précédente a fait de vivre à crédit. C'est sûr que si on emprunte sur le dos de la valeur d'Hydro-Québec qui fait majoritairement la valeur de la Côte du Québec. À un moment donné, on peut le faire pendant un certain nombre de générations, mais à un moment donné, le système économique, comme il est fait, il n'est pas parfait, mais j'ai toujours dit, pour l'instant, c'est le système qui est en place. Essayons de l'améliorer, essayons de trouver le maximum de solutions, mais tant aussi longtemps qu'il n'y a pas une option de remplacement, malheureusement, on doit vivre avec le système qu'on a actuellement. Vu qu'on vit dans une société capitaliste, raciste, sexiste, tout ça peut se voir dans le processus de gentrification. On peut trouver des racines partout. Après ça, je pense que l'essentiel du problème, c'est la propriété privée parce que si ça serait les citoyens qui géreraient leur bâtiment collectivement, il y aurait une prise en compte de l'autre qui ne vit pas la même situation que toi. Donc, les choses s'équilibreraient, puis finalement, la propriété privée, c'est aussi du profit. Si tout le parc locatif serait socialisé, il n'y aurait plus la question de profit. Donc, on pourrait se permettre des prix beaucoup plus... des prix, je ne sais même pas si dans cette société-là, s'il y aurait encore des prix, mais bon, finalement, tout le monde aurait un toit. Puis les toits seraient autogérés. Ça éviterait beaucoup de problèmes, ouais. Comment est-ce que les bourgeois de l'époque ont réussi à convaincre ce qui étaient les serfs dans un système féodal, quand il y a eu cette émergence-là de la bourgeoisie qui était une petite minorité, au moment où la noblesse souffrait économiquement parce qu'elle manquait de moyens, puis c'est d'où venait le mercantilisme qui a fait découvrir l'Amérique du Nord, qui a fait tout ça, parce qu'il manquait d'argent, à ce moment-là, qu'est-ce qui s'est produit?
c'est que la bourgeoisie a vu une opportunité, étant donné qu'elle détenait maintenant les clés économiques et que la noblesse était rendue soumise à elle. Elle voulait obtenir les mêmes, et c'est un mauvais jeu de mots, les mêmes lettres de noblesse que, à l'époque, la noblesse avait dans le système féodal. Et la seule façon pour eux de le faire, ça a été de convaincre l'ensemble de la population, donc les classes qui étaient opprimées dans le féodalisme, les serfs, les convaincre que s'ils obtiennent des libertés politiques, ils vont réellement être libres. Ce qui est une confusion sémantique entre droit formel et droit réel, mais à l'époque, c'était assez pour convaincre la population. Et donc, les bourgeois ont partagé leurs valeurs avec les serfs, les opprimés, si on veut, du nouveau système, et en ont profité pour, malgré le fait qu'ils étaient une petite minorité de la situation, construire un État politique qui était asservi et soumis à leurs intérêts au niveau politique. Et comme c'était eux qui détenaient maintenant toutes les richesses et le capital et les moyens de production, assurer leur domination au niveau économique aussi. Et ce système-là n'a jamais changé. Ici, il n'y a pas une exploitation de classe, donc c'est pour ça que c'est intéressant de voir des phénomènes de gauche extrême, vu qu'il n'y a pas nécessairement une exploitation de classe, il n'y a pas une classe qui profite de l'autre, théoriquement. Oui, il y a des gens qui s'enrichissent, parfois de façon illégitime, ou certains arrivent devant la justice, mais ça, dans tous les pays. Et ça, on l'a vu aussi dans le communisme. Je viens d'un pays communiste, la corruption, ça existe, les gens qui s'enrichissent sur le dos des autres, ça existe là-bas aussi. C'est sur ça qu'il faut lutter, mais pas nécessairement sur le système en général. Bien qu'étant une société tranquille, Montréal a aussi connu sa violence politique. Certaines émeutes au printemps 2012 firent naître un bon nombre d'analyses. Mais comment interpréter la violence envers les commerces? Moi, je pense que c'est juste une question de temps. Quand tu t'installes à Hochelaga, Maisonneuve, c'est un risque. Tu sais, c'est dans d'autres quartiers aussi, là. Mais on a été 3 commerces qui ont été touchés. C'est 3 commerces que visuellement, c'est des beaux commerces. Et pour certains, quand c'est beau, ça égale cher. Cher égale la personne qui est là-dedans se fait plein d'argent. Je peux dire que c'est non. Mais tu sais, je pense que c'est juste une question de temps. Il y a un nouveau commerce, c'est tout le temps un petit challenge pour les gens qui sont contre la gentrification ou quoi que ce soit. Ils ne s'informent même pas du commerce. Parce que s'ils s'informaient, il serait que la propriétaire travaille 7 jours sur 7, de 1. De 2, tous ses employés viennent du quartier. Puis de 3, les prix sont quand même accessibles. C'est ça l'affaire, mais ils vont même pas prendre la chance de rentrer pour voir de quoi ça a l'air. Donc c'est des préjugés. Je pense que oui, c'est pas mal vu. Vas-y, je te fais. You know, and so instead of being proactive about your life, which I guess, you know, would be capitalist to them because they would actually have to be proactive instead of sucking off the government and the taxes. They don't go around, you know, the people who are underprivileged and who want to make something out of themselves, they'll go and ask for jobs. People who want to complain about it have made it their job to complain, you know, and that's insane. En réponse courte, est-ce que la violence politique est légitime? Oui, absolument. Si on parle de violence au niveau structurel, briser une vitrine dans certaines situations peut être acceptable. La violence entre personnes ou, pour ne pas faire de spécisme, entre êtres vivants est inacceptable. Ceci étant dit, au niveau politique, oui, la violence, tant qu'on s'attaque à des institutions, tant qu'on s'attaque à des choses matérielles, ça peut être légitime dans certaines conditions. Vous dites s'attaquer à des institutions, mais pourtant, ce sont des petits commerces qui se font casser leur vitrine. Alors, est-ce que c'est légitime d'attaquer un petit commerce où les commerçants travaillent des fois 60, 70, 80 heures par semaine et, contrairement à certaines croyances populaires, ne roulent pas tous sur l'or? Justement, c'est que là, dans le choix des objectifs, le terme violence politique, pour répondre à votre question, je l'ai accepté. Mais en réalité, on parle d'action directe. Oui.
Donc, le terme réel qui fait beaucoup moins peur que violence politique, qui est parfait pour le Journal de Montréal ou tout ce qui est pour attirer l'attention, TVA Nouvelles, des trucs comme ça. Mais en réalité, on parle d'action directe. Les gens qui s'y connaissent, qui ont un minimum de connaissances. Et oui, l'action directe est justifiée, mais envers les petits commerçants qui sont vus comme des vecteurs de gentrification, c'est problématique pour la simple et bonne raison que le problème fondamental dans les cas de gentrification, même si c'est le problème dont on parle le moins souvent, c'est celui dont je parlais au tout début quand j'ai parlé d'acculturation. Le problème au niveau socio-économique, c'est beaucoup plus facile, si on veut, d'agencer, par exemple, développement immobilier avec construction de logements sociaux. C'est une question d'argent, c'est une question monétaire. Mais d'arrimer deux cultures, une culture prolétaire, une culture d'une classe sociale qui est défavorisée, qui est opprimée, avec quelque chose qui est vu comme une classe qui n'est pas la classe dominante, mais qui est perçue comme un embourgeoisement, alors qu'en réalité, c'est une classe moyenne qui peut travailler 80 heures semaine pour leur petit commerce, pour offrir leurs produits et services à d'autres personnes de la classe moyenne, va être perçue par des gens qui sont justement dans les classes les plus défavorisées comme une forme d'oppression, comme un embourgeoisement, comme si la classe sociale dominante était en train de leur voler leur lieu, leur monde vécu, leurs expériences quotidiennes qui sont en train de leur être enlevées comme un tapis sous leurs pieds. Malheureusement, ce ne sont pas les bourgeois de Westmount, d'Outremont, de Ville-Mont-Royal ou de l'île des Sœurs qui possèdent l'économie québécoise, qui sont les grands propriétaires, les grands dirigeants et ainsi de suite, qui vont s'installer dans Hochelaga-Maisonneuve. Je lis les articles dans les journaux, puis j'entends parler des restaurants qui se font briser les fenêtres ou qui se font jeter de la peinture. Regarde, vous voulez mon opinion là-dessus? C'est complètement ridicule. Le monde qui font ça, là, ils devraient aller travailler pour gagner leurs sous comme le reste du monde. Quelqu'un qui se lance en affaires, ils n'ont aucune idée comment que c'est difficile. Un jeune restaurateur ou un chef qui part une business dans un quartier en développement, je ne pourrais jamais comprendre pourquoi que ça, c'est quelqu'un à attaquer. C'est quelqu'un qui travaille 80 heures par semaine, qui a son argent, la vie de sa famille, son cœur dans ce business, puis il se fait vandaliser par quelqu'un qui probablement ne travaille pas, qui abuse le système, qui fait rien, et il n'aime pas ça. Je ne comprends pas pourquoi. Il y avait un message enroulé autour d'une brique qui a servi à fracasser la vitrine du bistrot Bagatelle. Message à saveur, à teneur anarchiste qui parle de l'embourgeoisement d'Hochelaga-Maisonneuve, qui est clairement hostile aux investisseurs et qui dit que les commerçants ne sont pas les bienvenus et que même ils ne sont pas en sécurité dans le quartier. Je pense attaquant des entreprises familiales comme moi et ma blonde qu'on se fend le cul tous les jours pour mettre du beurre sur la table là, pour faire jouer mon enfant au baseball, puis pour avoir des voyages, faire des vacances une fois par année. Là, je travaille tellement fort pour ça, je comprends pas. Ce monsieur-là ou cette madame-là, c'est pas sa faute à le capitalisme, c'est pas sa faute à elle. Là, je veux dire, on s'entend là-dessus. Là. Après ça, c'est ça. Moi, je pense que la valeur symbolique est là, puis la cible est tout à fait bien choisie parce que ça fait partie du problème. Ces personnes-là, ils peuvent se permettre de payer des commerces comme ça parce qu'ils étaient déjà dans une position privilégiée avant. Il y avait du capital. Pour privilégié dans quel sens? Il y avait du capital pour pouvoir se permettre de se payer ces commerces-là. Ils ne le reconnaissent pas. On n'a pas des discours sociaux qui permettent aux gens de reconnaître leur position privilégiée. Mais ça reste que c'est des personnes qui font partie du problème aussi, individuellement, puis qui ne s'en rendent pas compte. Peut-être qu'ils se posent des questions après ça aux autres aussi.